matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et tout de suite à la volée, je suis très heureuse de recevoir Rodolphe Carte. Bonjour Rodolphe Carte. Bonjour Clémence. Et très heureuse de vous accueillir. Vous êtes journaliste, vous collaborez à la revue Éléments, Front Populaire, Omerta désormais, que nous connaissons bien. Et vous êtes auteur de cet ouvrage dont on va parler, Un feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. C'est un livre aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors ça peut paraître un peu étrange qu'on aborde cette question tout de suite de la droite nationale, de l'identité, mais en fait tout est lié. Et je voudrais d'abord vous faire parler de la révolte des agriculteurs que vous suivez de près. Pour ceux qui vous connaissent, vous suivez bien et de manière continue la ruralité, les agriculteurs, notamment en France. Et donc j'imagine cette révolte, cette colère agricole. Bien sûr, déjà tout d'abord je viens d'un territoire au Savoyard, donc oui, on peut dire dans la ruralité. Et c'est vrai que même dernièrement, j'avais lu un roman assez intéressant de Houellebecq qu'on a relativement oublié, qui était Sérotonine. Oui. Et justement, Houellebecq, en 2018, revenait sur une révolte paysanne, alors qui tournait très mal. Et bien évidemment, quand on a connu, il y a plusieurs mois, les révoltes des vignerons dans le Sud, moi j'avais directement essayé, à mon modeste niveau, de faire aussi l'actualité dessus, ou en tout cas de montrer qu'il se passait quelque chose. Parce qu'à mon avis, demain, l'un des combats du camp national, parce que moi, avant même de me déclarer souverainiste ou identitaire, je me déclare comme nationaliste français. Je préfère me déclarer comme nationaliste français parce que, sur les questions sociales, sociétales ou même géopolitiques, disons que ça met tout de suite... Nationaliste, pour vous, vous le définissez comme patriote ou c'est encore... Ah oui, mais pour moi, la chape de plomb qui vise à différencier les deux notions aujourd'hui, si vous voulez, on n'a plus le temps et quelque part, même dans ma génération, on a besoin d'une certaine radicalité. Ouais. Et même, vous savez, il y a cette notion en sociologie qui est le retournement du stigmate. Et c'est vrai qu'on a souvent, et encore même maintenant, pointé du doigt les nationalistes en les opposant à l'européiste, par exemple. Aujourd'hui, moi, je le revendique totalement. Aujourd'hui, je m'inscris dans un combat contre l'Union européenne, ce qui va nous relier bien évidemment à la notion... La révolte des agriculteurs. Évidemment, et aussi par exemple à l'immigration, parce que ça, c'est pour moi véritablement le fondement du prochain mythe mobilisateur nationaliste, si je puis dire, même au sein de notre génération. C'est ces deux jambes, c'est la jambe sociale, donc là où on va se préoccuper de notre peuple, notamment des préoccupations sur la souveraineté alimentaire et donc des paysans, mais aussi cette jambe identitaire, où là on va prendre à bras le corps les questions d'immigration, les questions de sécurité. Et c'est vrai qu'au moment, par exemple, de l'assassinat du jeune Thomas au moment de Crépol, j'avais fait ce lien en disant qu'on doit être autant indigné par la mort d'un jeune Français quand il est visé, en plus en tant que Français, en tant que Blanc, en tant qu'Européen, mais on doit aussi, s'approprier le combat, par exemple, quand on sait que... un paysan se suicide tous les 2 jours. Et pour moi, ça, c'est véritablement un combat qu'il faut mener de front et qu'il faut mener de manière solidaire. Tout à fait, vous avez bien raison de rappeler les deux combats. Peut-être que l'un fait plus parler de l'eau, que l'un fait plus parler, encore pas assez. Oui. Mais à côté de ça, c'est vrai, et moi je l'ai rappelé tout à l'heure, on a fait une table ronde spéciale sur les agriculteurs. J'ai rappelé ce combat qui est aussi également le mien depuis bien longtemps de défense des agriculteurs et notamment cette profession qui essaye de faire du travail de qualité, d'avoir une production familiale, qui en plus est une profession enracinée. Ça, exactement. On va revenir sur les questions que ça pose aujourd'hui et justement peut-être aussi la raison pour laquelle ils sont particulièrement visés, je ne sais pas. Donc cette profession qui est mise à mal et aujourd'hui qui se rebelle. Alors on l'a vu notamment en Allemagne en ce moment, mais ça avait commencé avant en France par d'autres moyens. C'était peut-être plus gentil, on va dire. On retournait les panneaux, on fait... voilà, il y avait plusieurs manières de manifester sa colère. Est-ce que vous qui les suivez justement de près, est-ce que vous pouvez expliquer justement les raisons de cette colère ? Justement, en plus, vous parlez des actions. Il y avait des actions que je trouvais assez intéressantes. Mon premier livre, je l'ai consacré à Georges Sorel. Georges Sorel, c'était une figure de la révolution, de la révolution syndicale au 19e siècle, et il revenait justement sur l'importance d'avoir aussi une propagande par les faits, par la violence. Et par exemple, quand on a vu l'action des vignerons il y a plusieurs mois, ils avaient des actions intéressantes, ils bloquaient les autoroutes, ce qu'on retrouve aujourd'hui en Allemagne, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ils bâchent les radars aussi. Voilà, ils bâchent les radars, ils n'hésitaient pas aussi à faire descendre la marchandise et à la détruire, on pense aux tomates espagnoles ou aux tomates marocaines, ce genre de choses, ou même à l'alcool. Et moi, je trouvais ça intéressant parce qu'on est dans des actions violentes, c'est vrai illégales, mais positives. Et même dernièrement, on a vu que certains paysans, par exemple, ouvraient
ouvrait dans les grands centres de distribution les portes pour que les gens puissent partir sans payer. Et ça m'a évoqué au moment des Gilets jaunes, les péages par exemple, où on voyait les Gilets jaunes qui soulevaient les péages. Et moi je trouve que c'est des actions positives. Voilà, exactement. Et je trouve que c'est des actions qui sont beaucoup plus positives et qui seront beaucoup mieux perçues que lorsque par exemple qu'on fait des grèves au niveau ferroviaire, où là on va embêter tout le monde et au final on va s'aliéner les gens. Donc là je trouvais que c'était véritablement dans une position assez intéressante. Et là aussi il y a une évocation qui m'est tout de suite revenue, c'est que par exemple ces révoltes paysannes et notamment des vignerons, on les avait connues par exemple au début du siècle en 1907 avec Marcellin Albert, vous savez, qui avait fait cette révolte aussi des vignerons où il était monté depuis le sud de la France jusqu'à Paris. Et là il y avait eu un fait qui était à mon avis assez marquant, c'était la fraternisation avec le 17e, où on avait le corps d'armée qui avait été envoyé pour réprimer cette révolte et qui avait fait fraternisation. Et c'est à partir de ce moment-là où le pouvoir avait fait un peu de l'huile, pardonnez-moi l'expression. D'accord. Et donc là, à mon avis, c'est des perspectives demain qui sont assez intéressantes parce que au moment des Gilets jaunes, on s'était tous indignés du fait que, par exemple, les policiers et les gilets jaunes, c'était des camarades sociaux. C'était des gens qui venaient souvent du même milieu, qui étaient des camarades qui venaient du même monde, souvent rural, qui venaient du même monde, social, parce qu'ils avaient les mêmes intérêts, gagnaient très peu d'argent tous les deux. Et entre guillemets, notre dégoût, en tout cas notre peine, c'était de voir que ces gens-là n'arrivaient pas à se mettre en place. Et que justement, les policiers défendaient un système, et aujourd'hui, qui oppresse les deux, si je puis dire, qui oppresse autant le bas peuple, les classes populaires, même que les policiers qui en font partie. Donc voilà, ça c'est des logiques qu'on retrouve un peu dans cette révolte des paysans et à mon avis qui est assez intéressante. Oui, d'ailleurs vous dites révolte des paysans et pas des agriculteurs. On a entendu tout à l'heure, puisqu'on a fait un grand sujet, un grand corps à corps à ce sujet, un agriculteur dire en fait on doit retrouver notre souveraineté. C'était finalement la conclusion de leur combat, certes qui partait d'une question de carburant, en tout cas en Allemagne, mais qui en fait était bien plus large que celle-ci. Et puis c'était aussi peut-être un dernier cri du cœur de ces agriculteurs qui sont petit à petit broyés par notamment notre Commission européenne, ses normes, ses obligations, ses contraintes, sa mise sur le marché inégale. Donc vous justement, vous défendez, enfin vous vous présentez comme souverainiste. Bien sûr. Et j'imagine vous défendez plus que tout cette souveraineté alimentaire et agricole. Disons que par exemple dans un repas de famille, quand on doit présenter le souverainisme, toujours on retombe sur la même aporie, c'est que c'est une notion un peu vague, un peu éthérée. Mais par contre quand on va parler de souveraineté alimentaire, donc du quotidien des paysans, quand on va leur parler de souveraineté énergétique, on le connaît en ce moment avec le nucléaire et même avec la montée, bien évidemment, avec les relations avec la Russie, quand on va leur parler de géopolitique, notamment de l'alignement servile que la France connaît sur le cas russo-ukrainien, mais aussi sur le conflit israélo-palestinien. J'ai commis un article sur le non-alignement pour la revue Éléments, autant dire que tout de suite, une certaine droite occidentaliste, atlantiste, m'est tombée dessus en me traitant de tiers-mondiste, de pro-palestinien. Moi, je n'étais absolument pas. Moi, je me considère avant tout, que ce soit dans le conflit russo-ukrainien ou dans le conflit israélo-palestinien, je considère les intérêts français avant tous les autres. C'est aussi simple que ça. Et même dans un deuxième temps, pourquoi pas les intérêts européens. Alors quelle droite, vous dites une certaine droite occidentaliste, ça venait d'où ce tir expliquez-nous tout. Disons qu'aujourd'hui, on connaît un certain regain, en tout cas dans la jeunesse, pour vis-à-vis on va dire, pour un attrait, de cette droite occidentaliste. Alors dedans, on va englober, par exemple, d'un point de vue géopolitique, les États-Unis, mais aussi Israël, l'Australie. Alors que moi, je montre bien, justement, que notre destin en tant que Français est une forme de national identitaire. Ah oui, moi, je m'en revendique. Non, mais pas vous, mais c'est cette autre droite dont vous parlez. Exactement. Mais qui fait fi des enracinements, justement, qui fait fi aussi des frontières. Alors que pour moi, aujourd'hui, on a justement besoin de frontières, notamment au niveau des flux de l'immigration, bien évidemment, mais on le voit bien aussi au niveau des produits. Et là, on est totalement en lien avec les intérêts des paysans, par exemple. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, on ne peut pas avoir l'argent du beurre, et vous continuez la formule. Donc, il faut aujourd'hui avoir une position souverainiste et nationaliste française, c'est avoir une position cohérente sur les notions culturelles, sur les notions économiques, mais aussi sur les notions d'immigration ou ce genre de choses, et même géopolitique.
Alors, on va revenir sur le débat d'idées, on va dire, entre souverainisme et identitarisme. Mais d'abord, pour rester un peu dans le concret, justement, et puisqu'on est en plein dans l'actu, concrètement, que faudrait-il faire pour sauver nos agriculteurs et que demandent-ils exactement? On en a déjà parlé, mais j'aimerais bien avoir votre analyse. Bah, de toute façon, aujourd'hui, on le voit bien, les traités transatlantiques, les traités d'ouverture aux marchandises. Moi, pour tout vous dire, au niveau de ma doctrine économique, je suis un partisan du protectionnisme, que ce soit au niveau de la souveraineté alimentaire, comme vous l'avez bien dit, mais aussi des souverainetés énergétiques ou même des souverainetés technologiques. On doit toujours avoir une protection et une préférence nationale et un s'inscrire. Ce que font les Américains d'ailleurs. Exactement, exactement. Nous, on est obligé d'ouvrir notre marché aux Américains, mais eux, mais par contre, la préférence nationale, ce qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs, c'est qu'elle est interdite au sein de l'Union européenne. Et à mon avis, ça c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien montrer, c'est que la préférence nationale, tous les pillages. Exactement, et la préférence nationale, le protectionnisme, ça n'empêche pas d'avoir des échanges ensuite avec des alliés. Là aussi, on fait toujours un amalgame entre le protectionnisme et l'autarcie. Absolument pas. On peut avoir une vision de protection des nôtres, là, comme je le dis, que ce soit au point de vue sécuritaire, mais comme au point de vue financier, mais ce qui n'empêche pas d'avoir une relation aux autres. Et on le voit bien, là encore, sur le point de vue géopolitique, par exemple, aujourd'hui, notre parole, elle est discréditée, parce que quand on va sur un terrain extérieur, les Chinois vont nous dire, mais vous parlez en tant que quoi ? En tant qu'Européen, en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant que vassal des États-Unis, on voit bien que même là, notre parole, elle est discréditée. Et dans les échanges économiques, ça sera exactement la même chose. Donc, à mon avis, retrouver une souveraineté nationale et une identité propre, ça nous permettra demain de protéger au mieux nos paysans, mais aussi nos populations vis-à-vis de l'immigration, ce genre de choses. Oui, et en même temps, les agriculteurs sont dans une drôle de position, puisqu'aujourd'hui, ils sont alimentés, subventionnés par cette même Europe qui peut-être les étouffe à petit feu. Je pense notamment à la PAC et au service de la PAC, aux subventions de la PAC. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour eux aussi peut-être de se positionner. Pendant très longtemps, on leur a demandé d'appliquer certaines, de la planification, raser les haies, etc. Aujourd'hui, on leur demande de remettre des haies. Ils sont subventionnés pour mettre les haies. Mais nous, on recevait un agriculteur il y a peu de temps qui nous disait mais moi, j'ai jamais touché à mes haies depuis le début à la fin et finalement, du coup, je reçois aucune subvention. Bon, on voit cette Europe complètement folle, sans queue ni tête, mais les agriculteurs qui sont quand même obligés de suivre s'ils veulent tenir financièrement. Donc c'est difficile à... Bien sûr. Là, il faut peut-être faire une certaine généalogie pour comprendre ces logiques. Et évidemment, vous avez raison de rappeler que, par exemple, le démembrement, enfin tout ça, toutes les politiques d'industrialisation, véritablement de passer à d'autres échelles, ont été une destruction aussi de l'ancien monde paysan. Et c'est vrai que là, il faut le rattacher tout de suite au 19e siècle, à la révolution industrielle, où on est vraiment passé dans un changement de nature, si je puis dire, de la profession. Mais par contre, là où, à mon avis, une certaine généalogie est intéressante, c'est je me référerai là-dessus aux travaux de Pierre Vermeuren, qui est un sociologue véritablement intéressant. On recevra prochainement. Exact. Bon, tant mieux. Et qui montre véritablement qu'à partir, des années 70-80, on a véritablement une bascule de nos élites dans un modèle post-national, post-industriel et post-agricole, si je puis dire. Et c'est vrai que tout au long du début du XXe siècle, on avait plutôt montré du doigt, vous savez, les masses, en disant oui, la culture de masse va abrutir le peuple. Ce qui n'est pas forcément faux. C'est vrai qu'on a subi une certaine acculturation. Moi, j'en viens de ce peuple et c'est vrai que là-dessus, c'est indéniable. Mais par contre, ce qu'on avait peut-être négligé, mais à mon avis, méprisé, mais ce qui, à mon avis, est arrivé, c'est la sécession des élites. Ça a été très bien analysé par par Christopher Lasch. Et justement, Pierre Vermeuren revient très bien sur cet arrachement des élites qui, avant, avaient des intérêts nationaux, notamment dans la défense de notre industrie ou de notre patrimoine agricole et de nos agriculteurs, et qui directement, à partir de la construction européenne, vont passer sur un autre logiciel. Et donc, ce passage à un autre logiciel va se faire, bien évidemment, aux dépens de nos agriculteurs et de nos réserves industrielles. Et Pierre Vermeuren le rappelle très bien, à partir de l'après-guerre, on va perdre plus de 6 millions d'emplois agricoles. À partir de 1980, on va en perdre 3,5 millions dans le serveur de l'industrie. Et là aussi, ça pose un modèle qu'on a posé en modèle phare
comment dire, politique au sein de la France et même dans les sociétés occidentales, c'est celui du modèle de la métropolisation, avec toutes les différences qu'on a connues. Là, c'est les travaux de Christophe Guilluy avec l'apparition d'une France périphérique complètement délaissée, complètement appauvrie, où on va les laisser en friche s'appauvrir, et puis avec une concentration des richesses dans les métropoles, justement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 12 métropoles françaises vont produire 2/3 des richesses nationales, ce qui est à mon avis un modèle qui n'est plus supportable. On le voit bien avec une certaine frange de la population. Et même, il y a un sondage qui est assez intéressant, enfin en tout cas une étude qui vient de sortir qui est assez intéressante, c'est que la smicardisation de cette classe moyenne se fait aussi de plus en plus. Oui. C'est qu'aujourd'hui on voit bien, c'est qu'on a un déclassement. Tombe, oui. Mais par contre, là où ça nous ouvre peut-être des perspectives pour demain... C'est l'élite qui se porte mieux. Oui, exactement. Mais quand, comment dire, la démocratie libérale se fondait sur le consensus d'une classe moyenne majoritaire. Et par contre, si demain elle est déclassée vers les classes populaires, peut-être que ça va faire apparaître quelques remous. C'est peut-être là où on en est d'ailleurs, dans la situation. C'est-à-dire que les remous, on commence à les sentir. Bon, là, c'est les agriculteurs. Un autre jour, on avait les gilets jaunes. Enfin, de toute façon, on a les entrepreneurs, nous, qu'on a reçus, qui sont peut-être moins bruyants dans la rue, mais qui sont complètement étouffés et à la rue, en tout cas. Donc, beaucoup de questions. Et ce qui est intéressant dans votre livre, dans votre analyse, dans ce que vous venez de nous dire, et le lien avec l'actualité, finalement, c'est qu'on parle de la destruction de l'ancien monde paysan, et vous dites, et aujourd'hui, un monde paysan qui s'est reconstruit, une forme d'industrie agricole. Et il y en a un qui avait analysé ça, c'est Patrick Buisson, qui avait dit finalement, ce monde paysan qui avait été méprisé, mais peut-être volontairement méprisé, c'était une idéologie contre une autre. Pourquoi ? Parce que le monde paysan représentait aussi une vieille mentalité, peut-être une force d'inertie face à une forme de propagande élitiste, et justement qui vient de cet enracinement. Et c'est peut-être finalement l'enracinement qui a été depuis le début volontairement détruit, enfin depuis le début, depuis les années 60 on va dire, volontairement détruit. Et c'est là où on arrive en effet à votre combat, que je trouve très intéressant à un moment donné dans votre livre. Vous parlez du combat de l'enracinement contre l'enracialement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Déjà, pour revenir sur Patrick Buisson, il faut bien aussi évoquer que la notion d'enracinement, elle avait une dimension spirituelle pour lui. Il expliquait très bien dans son livre « C'est la fin d'un monde », cette continuité entre un paganisme indo-européen et qui était celte en France, même s'il y a eu d'autres peuplades aussi, mais qui s'était, parfaitement acclimaté, ou en tout cas qui avait fait un syncrétisme assez intelligent avec le christianisme. À chaque fois, les églises ont été faites sur d'anciens foyers, ou en tout cas sacrés des païens. Donc oui, là-dessus, il y avait une pérennité, mais aussi une certaine continuité qui était, à mon avis, assez intéressante. Et là, moi, je rejoins absolument les constats de Patrick Buisson sur ce côté-là. Et moi, j'ai quelques points de divergence avec lui, notamment, par exemple, sur le concept d'union des droites ou de peuple de droite. Je pense qu'aujourd'hui... Justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Vous partez du même constat, vous êtes d'accord ? C'est ce que je me suis dit en vous lisant, d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, peut-être que Patrick Buisson peut faire le trait d'union, finalement, entre votre défense de la souveraineté et celle des identitaires. Mais continuez votre propos, on y arrive. Justement, par exemple, sur la notion d'enracinement, je me suis intéressé à un phénomène qu'avait bien appréhendé Christophe Guilluy dans son dernier livre, qui est la constitution d'un nouveau mur de l'Atlantique. Alors, pour l'expliquer à nos auditeurs, au moment du Covid, on a eu, un exode des populations métropolitaines, donc assez aisées financièrement, qui sont allées sur la côte bretonne, qui ont acheté tout un ensemble de résidences secondaires, donc on fait monter les prix de l'immobilier avec tout... Et qui vote Macron, d'ailleurs. Et qui vote Macron, Empire, et donc ils ont vraiment toutes les tares possibles. Et donc, on a bien vu que là, on a donc un problème social, mais qui faisait naître aussi un problème identitaire. Pourquoi ? Parce que quand ces populations s'installent sur un territoire, bien évidemment, les jeunes foyers, les jeunes locaux, qui ont souvent des revenus moindres, ou en tout cas plus modestes, ils ont tout de suite une difficulté à s'inscrire sur le territoire et à acheter sur le territoire de leurs ancêtres. Oui. Donc on voit, ils sont obligés d'aller dans les terres. Et même moi, là, c'est mon cas personnel. Moi, je viens de Haute-Savoie. Et la Haute-Savoie, dans certains coins, c'est quasiment les prix de l'immobilier parisien. Tous les chalets sont achetés en résidence secondaire par des Parisiens, des Lyonnais, des Suisses. Alors c'est très bien, ça fait revenir une certaine manne, pourquoi pas. Mais par contre, moi par exemple, qui viens d'un milieu de classe moyenne déclassée, on va dire, moi aujourd'hui, je suis dans la capacité de m'enraciner sur le territoire de mes ancêtres. Quand je retourne voir mes parents... c'est la gentrification. Exactement, je l'explique souvent. J'arrive dans mon village, je vois mon église où j'étais baptisé, où j'ai 4 générations de... Vous ne pouvez plus habiter aux alentours. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je serai obligé d'aller vivre dans la vallée ou un peu plus dans les terres.
donc dans des zones périurbaines, dans les zones qui ne sont pas les miennes. Donc là, on voit bien, à mon avis, que c'est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment une convergence des deux fondements, à mon avis, qui sont le côté identité, enracinement, et le côté justement social. Et tout ce qui est social, à mon avis, est national, et tout ce qui est national est social, donc c'est toujours ensemble. Oui, d'ailleurs, j'ai ressenti, comment dire, un petit caractère marxiste, finalement, dans votre défense de la souveraineté, parce que vous parlez, d'ailleurs, vous le dites, ce souverainisme est un matérialisme, et un réalisme politique, mais un matérialisme malgré tout. Et vous parlez en effet beaucoup de cette classe sociale. Est-ce qu'on est obligé de rester dans ces critères-là? On ne peut pas avoir autre chose dans cette fonction d'enracinement? Alors, bien évidemment, je peux comprendre qu'elle puisse poser problème. Mais par exemple, quand on parle de la question de la propriété, qui est à mon avis une question assez intéressante, on a tout un ensemble de penseurs catholiques, comme par exemple Chesterton au siècle dernier, qui avait repensé ces questions de propriété. Et aujourd'hui, quand on parle de la propriété, on doit toujours le faire avec des arguments libéraux, si vous voulez. Et moi, ça me dérange quelque part, parce que c'est pas ma tradition politique initiale. Et moi, je me revendique justement de penseurs, parfois socialistes, parfois catholiques, notamment les catholiques sociaux, qui eux n'hésitaient pas justement à défendre ces notions de propriété, mais avec des arguments autres que ceux du monde libéral. Donc moi, par exemple, quand je veux défendre la propriété, je vais le faire avec des arguments autres que ceux des libéraux. Et si ça me fait tomber, à avoir des arguments marxistes, je ne vais pas m'empêcher de le faire juste par pudeur. Mais par contre, évidemment, je ne me considère absolument pas non plus comme un marxiste. Évidemment que l'homme est le produit d'un enracinement, il est le produit d'une famille, il est le produit d'un pays, il est le produit d'un clan, d'une religion. C'est pour ça que parfois, votre discours m'étonne quand vous vous opposez aux identitaires, comme si on était obligé d'opposer les deux. Est-ce qu'on ne peut pas réussir à réconcilier les deux, justement? L'identité... l'identité vient de l'enracinement, bien sûr, de la culture, d'une conscience identitaire. Voilà. Et même, c'est ce qui explique très bien Patrick Buisson, justement, que vous venez de rappeler. Donc, pourquoi opposer ces deux catégories, on va dire, politiques? Oui, après, vous l'aurez bien compris à la lecture de mon livre, moi j'essaie de tenir un peu les deux bouts de la chaîne. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, moi je peux considérer autant comme souverainiste qu'identitaire. Je revendique absolument aussi ma part identitaire, parce qu'il y a toujours deux questions qui sont fondamentales. C'est celle de l'ennemi et de l'ami. Donc là, on revient sur les thèses schmittiennes de Julien Freund, qui est contre nous, qui est pour nous, qui est avec nous. Mais il y a bien évidemment la question du qui sommes-nous. Et ça, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que quand on revient sur Samuel Huntington, vous savez, on revient toujours sur son livre, le fameux choc des civilisations. Or, il a fait un deuxième livre qui, à mon avis, peut-être plus intéressant, qui est qui sommes-nous. Et aujourd'hui, c'est la question, notamment par le changement démographique et par le changement de peuple, qu'elle nous pose. Et ce que vous avez aussi bien dû comprendre à la lecture de ce livre, c'est que moi, j'appelle aussi le camp souverainiste à s'emparer de ces questions d'identité qui sont fondamentales. J'ai envie demain de vivre dans une France souveraine qui soit maître de ses instruments ou de ses leviers de décision politiques, juridiques et économiques, mais par contre je ne veux pas vivre dans une France où le peuple serait changé de manière ethnique et démographique. Là au-dessus, il y a aucun problème là-dessus. Mais sauf que vous dites finalement les identitaires, eux, s'attaquent à la cause. C'est-à-dire, ils ne sont pas contents, entre guillemets, je vais le faire simplement, désolé, je n'ai pas votre citation, qu'il y ait des migrants et un grand remplacement. Mais sans s'attaquer à la question de la défense des frontières. Oui, c'est la formule que je prends. On est tous d'accord pour considérer qu'il y a des loups dans la bergerie, mais disons que les souverainistes vont aller voir plus loin et vont dire qui c'est qui a enlevé les barrières pour que les loups puissent s'introduire dans la bergerie. Et là, justement, c'est comme j'ai évoqué au début de notre entretien, les travaux de Pierre Merveren. Et on est obligé aussi de faire le constat qu'une partie de notre propre peuple, de nos élites, qui sont blanches, qui sont européennes, qui sont de souche française, quelque part nous ont trahis. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie et qui nous vient même de nos origines de la démocratie athénienne, c'est que nos dirigeants, il y a toujours une reddition des comptes. Aujourd'hui, c'est un peu la jurisprudence... comment il s'appelait, vous savez, responsable mais pas coupable. Et on le voit bien, même au moment du dossier du Covid, tous se sont protégés derrière, parce que les décisions politiques qu'ils prenaient, ils prenaient tous derrière des positions pour pas se faire attaquer. Or, un des fondements de la démocratie, à mon avis, qu'on doit défendre aujourd'hui en France, c'est très bien qu'il y ait des personnes qui prennent des décisions, mais par contre, ces personnes doivent rendre des comptes. Et aujourd'hui, on voit bien que les ministres
là par exemple Madame Borne vient de présenter sa démission, ne sont rien que des fusibles. Ils sont là pour faire avancer des avancées sociales et de destruction des reculs sociaux plutôt. Ou des reculs sociaux exactement, mais pour eux ce sont des avancées, mais pour nous ce sont des reculs bien évidemment. Et on voit bien qu'à chaque fois c'est la même chose, ce sont des fusibles, ils vont sauter, ils vont être remplacés et derrière ils vont faire du pantouflage dans des entreprises privées ou ce genre de choses. Donc là on voit bien évidemment qu'il y a un système bâtard qu'il faut abattre à tout prix. Alors, deux choses. Selon vous, d'abord, il y a une forme de trahison, vous l'avez dit, des élites mondialisées, et donc de cette droite identitaire qui est donc, selon vous, mondialisée et finalement qui ne sert pas les vrais intérêts, c'est ça que vous dites ? Oui, là aussi, il faudrait faire une certaine, faire une certaine différence aussi entre une certaine droite, bien évidemment identitaire et enracinée, avec qui on peut avoir des accords et dont je me revendique. Et comme je vous l'ai dit, cette droite occidentale qui va considérer l'ensemble géopolitique occident en intégrant dedans les États-Unis, Israël ou par exemple l'Australie, et par exemple qui vont se faire des promoteurs de l'expatriation. Là, je trouve que c'est un point de clivage aussi fondamental. Alors évidemment que pour des considérations personnelles, notamment de sécurité. Vous pensez à quelle zone de conflit par exemple là quand vous parlez de ça, ou quelle... vous avez dit qui sont... Non, mais par exemple, ce sont des personnes qui vont promouvoir une certaine expatriation dans les pays de l'Europe de l'Est, par exemple, en disant qu'ils sont plus homogènes ethniquement, donc demain ils seront meilleurs pour fonder un foyer, vis-à-vis de la montée de l'insécurité dans les pays de l'Europe de l'Est, ce qui peut se comprendre. Et moi, c'est vrai que dans des perspectives, individuelles, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue même sécuritaire, ça peut se comprendre. Mais par contre, là, il faut avoir des logiques, à mon avis, plus globales et sur le long terme. La notion d'enracinement, elle est fondamentale pour comprendre le nationalisme français. Parce que, elle relève de plusieurs degrés. Il y a le degré de la défense des frontières, donc comme je vous l'ai dit, au niveau de l'immigration, mais aussi au niveau des capitaux et des échanges financiers. Mais c'est aussi la notion d'enracinement dans une terre. Et là aussi, on revient sur les notions spirituelles, sur les notions culturelles, qui sont, à mon avis, fondamentales, qui vont toujours de pair ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu remettre à plat ce débat, qui peut être un non-débat pour une grande partie des personnes, mais par contre, sur lesquels, à mon avis, on avait besoin de revenir, parce qu'il y avait quand même des éléments, effectivement. Donc là, on l'a bien compris, trahison d'une forme d'élite mondiale, mais également trahison quand même d'une forme de droite. Alors, est-ce qu'on l'appellera la droite Figaro ou autre? Chacun lui donnera le nom qu'il souhaite. Et deuxième question, qui est celle qui nous intéresse tous aujourd'hui, la même question que j'ai posée lors de mon corps à corps sur la révolte des agriculteurs, finalement. Que faire aujourd'hui? Vers quoi se tourner? Quel est l'horizon des souverainistes? Disons, permettez-moi de me mettre sur le côté plutôt stratégie politique. Aujourd'hui, depuis 2012 et même depuis le 2015-2017, on a vu l'apparition d'un clivage qui est le clivage, là à mon avis social, entre un certain bloc élitaire et un bloc populaire. C'est les thèses de Jérôme Fourquet, de Jérôme Sainte-Marie, merci. Et à mon avis, elles sont aujourd'hui indépassables. Si en 2012, on avait encore un clivage qu'on pouvait dire vertical, gauche-droite, Hollande-Sarkozy, aujourd'hui on l'a bien vu, au moment de Macron, on avait véritablement une bascule. Parce que là on a très bien vu qu'à partir de ce vote Macron, les gens vont voter selon leurs intérêts sociaux. Alors ce qui ne veut pas dire qu'ils ont toujours des substrats culturels ou ce genre de choses. Mais par exemple, quand on regarde le deuxième tour en 2022, c'est absolument hallucinant. 50% des employés vont voter Marine Le Pen et 70% des ouvriers vont voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. Et inversement, 70% des cadres vont voter pour Emmanuel Macron. C'est quelque chose qu'on est obligé de reconnaître, qu'on le veuille ou non. Et il y a donc un vote de classe, là, si je puis dire. Et à mon avis... Là, c'est du marxisme, attention. Ah oui, mais là, je vais revendiquer... je vais reprendre aussi une figure qui est, à mon avis, fondamentale pour comprendre ce qui va se passer dans les années à venir, c'est la notion de bloc historique. Aujourd'hui, on a ces deux blocs, et aujourd'hui, le bloc national, il est véritablement populaire. Et je dirais même plus qu'il va l'être de plus en plus et qu'il va grossir, parce que comme on l'a évoqué au début de notre entretien, avec le déclassement d'une partie des classes moyennes. Oui, donc en fait, la classe bourgeoise moyenne, qui faisait encore partie du bloc élitaire, va rejoindre peu à peu le bloc populaire. Espérons-le, parce qu'aujourd'hui... ce qui ferait le trait d'union, finalement, et l'élargissement de exactement. Ce bloc. Par contre, moi, si vous voulez, je n'ai pas de jugement moraux sur la classe bourgeoise. Je constate juste qu'elle a des intérêts matériels qui aujourd'hui la poussent à se faire, par exemple, à fonder d'intérêts étrangers. Par exemple, il y avait un sondage aussi qui était complètement révélateur sur ce sujet. En 2017, on avait fait un sondage au niveau des écoles de commerce françaises, qui sont plutôt composées d'élites, on va dire, ou de gens qui viennent de milieux plutôt aisés. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour le reconnaître. Macron
apparaissait en tête à 42%. Marine Le Pen était à moins de 2% des intentions de vote. Ça nous dit quand même quelque chose. C'est quelque chose qu'on doit considérer. Et même, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de la constitution de l'Assemblée nationale, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, alors dans les médias de grand chemin, comme dirait Slobodan Despot, tout le monde s'était réjoui qu'on voit plus de mixité sociale, qu'on voit plus de femmes, de parité. Mais par contre, il y a un élément qu'on n'avait pas repris, c'était la consanguinité sociale de cette nouvelle assemblée. Il n'y avait absolument plus de classe sociale populaire, on retrouvait absolument plus d'ouvriers. Alors je ne dis pas qu'avant on avait 50%. En fait, on a eu des jeunes et des femmes, mais peut-être même des racisés, voilà, exactement. Mais en tout cas pas au niveau de la classe, justement. Bien évidemment, mais par contre, là où moi je me différencie du discours gauchiste, c'est que demain on aura besoin de cette bourgeoisie patriote aussi, même si aujourd'hui elle reste parcellaire, ou en tout cas elle se réduit comme peau de chagrin, malheureusement. Alors la solution, moi, si vous voulez, pour agglomérer ou faire revenir cette élite vers nous, c'est véritablement de leur montrer dans un projet politique que leurs intérêts matériels sont en France, ne sont plus en Europe, sont dans une reconstitution alors moi je suis assez étatiste, la reconfiguration et la reconstruction d'un État stratège qui n'a absolument rien à voir avec l'État qu'on nous pend aujourd'hui. Et là aussi c'est un exemple que je reprends, vous savez dans mon livre, il y a eu un traumatisme en 81 avec les nationalisations et toute une partie notamment du système financier et bancaire qui véritablement s'était dit d'accord, aujourd'hui on va passer véritablement dans un autre logiciel et on va véritablement détruire de l'intérieur. Et véritablement aujourd'hui moi je suis un opposant à ce système étatique qui est entre guillemets qu'un état de surveillance, de brimade pour le peuple, et on lui envoie justement la troupe dès qu'il y a des révoltes un peu sociales ou même identitaires. Je suis le premier à lui taper dessus, mais par contre je sais très bien que la nature française, et en tout cas que la nation française s'est construite autour d'un État stratège. C'est les fameux plans de planification de Gaulle. Donc retour à l'État régalien, mais comment on fait pour récupérer cette souveraineté aujourd'hui? Ça passe par des manifestations, par des révoltes, par des désobéissances, on va dire joyeuses un peu, pour revenir un petit peu à votre présentation du début, le fait que finalement ce soit pas punitif pour la population. C'est ça selon vous? Oui, et aussi moi je suis un promoteur absolu d'Éric là-dessus, du référendum. Bon évidemment, est-ce qu'il adviendra, ça c'est encore autre chose, mais moi aussi je veux un référendum sur l'immigration, et peut-être même, là faut dire un mot peut-être interdit, qui est le Frexit. Je pense que c'est le Frexit, si vous voulez, c'est le mot que personne n'ose énoncer ou évoquer, mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on parle notamment de souveraineté alimentaire, de souveraineté diplomatique, de souveraineté énergétique, à chaque fois c'est quand même la chose qui revient à la fin, ou même de souveraineté économique au niveau de la monnaie. Donc un jour ou l'autre c'est une question qui devra revenir. Aujourd'hui je sais pertinemment que elle a du mal à passer au sein du peuple, ça c'est un constat qu'on fait tous, mais par contre c'est une question qui reviendra un jour ou l'autre à mon avis, et ça nous permettra justement de faire cette véritable opposition entre les deux blocs, le bloc libéral, européiste, et ce bloc protectionniste et patriote. En tout cas, révolution joyeuse voulue par Rodolphe Carte. Merci beaucoup, journaliste, collabore à la revue Éléments, Front Populaire, Omerta, et puis je rappelle le titre de ce livre, Feu sur la droite nationale, comme vous y allez. En tout cas, c'est une réponse à Daniel Conversano, qui a publié une vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent s'y retrouver, et aux identitaires. Et c'est un livre, évidemment, de cette maison d'édition qu'on apprécie beaucoup et qu'on soutient ici, la Nouvelle Librairie. Merci encore, Rodolphe Carte. Merci Clémence. Et à bientôt. Dans quelques instants, nous allons retrouver les informations